Des ondes Vocast, l'univers de la radio en podcast. Bonjour à tous, c'est Olivier Audou, je vous souhaite une excellente année 2022, premier épisode des ondes Vocast de cette nouvelle année. Des ondes Vocast, vous le savez, c'est le podcast qui parle de radio depuis 2018. Alors dans cet épisode, je vais tout d'abord accueillir Julien Vigier. On va parler ensemble de l'actu du mois dernier, c'est notre fameuse partie Actu Débat. On parlera entre autres de la réforme des quotas de chansons françaises, de la mise à jour du calendrier du déploiement du DAB+, avec notamment l'annonce de l'arrivée d'une 26e radio sur le DAB+, métropolitain. Et toujours à propos du DAB+, j'accueillerai Rémi Bertolon qui nous parlera des premiers scores d'audience des radios numériques du groupe FG. Dans la seconde partie entretien de ce podcast, j'accueillerai Wilfried Tocqueville. Wilfried, c'est le directeur et gérant de la radio Sweet FM, radio régionale de l'ouest de la France. Sweet FM a fait la une de l'actualité récemment avec le déménagement de ses studios en plein centre-ville du Mans, mais aussi avec l'extension prochaine de sa couverture en Normandie sur les fréquences de Cristal, la petite sœur de Hit West et propriété du groupe SIPA Ouest France. On reviendra avec Wilfried sur les contours de ce partenariat, mais aussi sur l'histoire de Sweet FM et son succès basé sur un très fort ancrage dans l'actualité locale. Des ondes Vocast, épisode de janvier, c'est parti. Des ondes Vocast, l'actu débat. Julien Vigier, bonjour. Salut Olivier, salut à toutes et à tous et surtout meilleurs vœux, bonne année à tous les chers auditeurs de ce podcast des ondes Vocast. Merci Julien, à toi aussi. Alors je le rappelle, tu es animateur radio, directeur d'antenne, programmateur, podcasteur et désormais un habituel des ondes Vocast. Un grand plaisir d'entamer cette nouvelle année à tes côtés. Alors pas mal d'actu le mois dernier, on commence par quoi ? Bon, alors on va partir du côté de chez Lagardère. Il y a une petite accélération du calendrier, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque Vivendi, c'est-à-dire Bolloré, accélère son OPA sur Lagardère, désormais prévu pour février 2022, alors qu'on parlait auparavant de fin 2022, donc ça s'accélère grandement pour la prise de pouvoir de Bolloré sur Lagardère. Et ça a son importance car février c'est avant la présidentielle, même si Bolloré a déjà mis sa patte dans les contenus des médias de Lagardère, dont Europe 1, les observateurs scruteront encore davantage l'influence de son nouveau propriétaire sur les contenus de ces médias à l'occasion de ce rendez-vous politique. Ah ça de l'influence, il en sera forcément question, à n'en pas douter. Allez, toujours dans l'actualité, on peut aussi parler de la réforme des quotas de chansons françaises. Le CSA a publié en décembre un nouveau texte revisitant certains critères d'application des quotas, les fameux quotas. Ça fait suite aux conclusions d'une mission flash en fait qui date de 2019. C'était autour de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale. Elle a été suivie de consultations de la part du CSA, donc racontons un petit peu. Et le texte du CSA, désormais Arcom, semble satisfaire l'industrie, puisque le CIRTI et le bureau de la radio se sont félicités de ces changements. Les deux syndicats annoncent que cela permettra aux radios de défendre leur modèle à armes moins inégales face aux plateformes de musique en ligne, qui, elles, ne subissent aucune de ces contraintes réglementaires et législatives. Voilà, et comme le CSA est devenu l'Arcom depuis ce 1er janvier, on peut désormais mieux comparer la réglementation des médias dits traditionnels avec ce qui se fait en ligne, a priori de manière moins réglementée. Oui, sans aucun doute. Alors, cette réforme des quotas, c'est en quelques points la définition plus claire des critères de diversité musicale permettant de réduire de 5 points ses obligations en termes de quotas. Ils étaient autrefois assez subjectifs. Il change aussi le mode de contrôle des quotas, autrefois mesuré en cumulation mensuelle, et désormais calculé de manière trimestrielle. Oui, ça signifie que les radios qui se plaignaient de certaines périodes de creuse avec peu de nouvelles productions, c'est vrai, peuvent maintenant aménager sur 3 mois et savoir quand diffuser leurs quotas. Oui, et ça leur permet aussi de mieux étaler sur des périodes creuses comme les vacances ou les jours fériés. On imagine que chez les radios jeunes, au 3e trimestre, juillet et août auront plus de quotas pour faire ensuite une rentrée de septembre, disons, plus internationale. Oui, voilà, en fait, les quotas étaient autrefois parqués le week-end. On connaît la fameuse technique, nous, les programmateurs et les gens de radio. Les auditeurs aussi, du coup, le savent, quand ils écoutent, forcément, ça s'entend. Et les quotas seront donc, du coup, maintenant parqués aussi sur ces périodes creuses. Donc, on a aussi un changement de période d'écoute. Alors, ça change
change quand même significativement. Du coup, la période d'écoute, c'est 6h en semaine, 6h30 le samedi et 7h le dimanche. Voilà, je mets ça entre parenthèses, entre guillemets, parce que ça risque de changer encore, on n'est pas trop sûr. On imagine donc désormais les premières matinales du week-end encore plus franco-françaises. Avant, les quotas commençaient en semaine à 6h à 6h30 et à 8h le samedi et le dimanche. Donc avec ces horaires un peu avancés, notamment pour le samedi et le dimanche, ça va permettre d'avoir potentiellement des émissions un peu franco-françaises très tôt le matin du week-end quand les gens sont encore sous la couette. Enfin, pour terminer sur le sujet, le texte revoit des définitions, des nouveaux talents et des nouvelles productions. Alors, autre sujet dans l'actualité récente, il y a eu la mise à jour fin décembre de la feuille de route du déploiement du DAB+, par l'ex-CSA, aujourd'hui Arcom. Ouais, le CSA qui a réajusté sa feuille de route à cause des retards liés à la crise sanitaire. La mise en appel des derniers multiplex régionaux et locaux se fera en 3 fois sur 3 années 2022, 2023 et 2024. La liste de tous ces multiplex est disponible sur le site de l'Arcom. Et autre information importante de cette nouvelle feuille de route, un appel à candidature va être lancé au premier semestre 2022 pour une 26e radio sur le DAB+ métropolitain. Initialement, cette ressource devait être utilisée pour des services de données, mais ça sera finalement un service de radio. Oui, c'est assez compréhensible en fait de maximiser cette ressource pour un programme radio en termes de retour sur investissement. Alors, dans la suite de l'actualité, Olivier, toujours à propos du DAB, tu as noté une information intéressante quant à l'obligation d'avoir la réception DAB+ de série dans les voitures neuves en Europe, et ça change beaucoup de choses. En effet, Julien, j'ai remarqué un commentaire d'Alain Liberty du CIRTI lors des assises de l'audiovisuel local de novembre dernier. Ce dernier affirme que Google essaie avec Android Automotive de satisfaire la directive européenne qui impose la réception de la radio numérique dans les voitures. Et si c'était vrai, cela voudrait dire que la radio numérique IP satisferait cette contrainte. Et donc ça serait potentiellement une pierre dans le jardin du DAB+, et peut-être une nouvelle menace de l'emprise des GAFA sur le monde de la radio et de l'audio en général. On va essayer d'en savoir un peu plus prochainement. Dans l'actualité de janvier, il y a la Radio Week qui aura lieu du 17 au 21 janvier, organisée par la Lettre Pro. Cette nouvelle semaine consacrée aux pros de la radio aura pour thème central l'audience radio et podcast, avec du lundi au vendredi, l'audience mondiale, nationale, régionale, locale et enfin, vendredi, l'audience de marque, toujours avec ces deux axes, radio et podcast. La Radio Week, en effet, du 17 au 21 janvier donc. Alors, retour sur l'actu, on parle beaucoup du DAB+, au rythme de son déploiement sur de plus en plus de régions françaises, mais quelles audiences font-elles ? Alors, on reçoit Rémi Bertolon, animateur radio, podcasteur et aussi voice tracker du programme Rémi et Jam. Salut Rémi. Salut Olivier, bonjour tout le monde. Alors, Rémi, Maximum et FG Chic sortent la tête des sondages. Comment as-tu reçu ces chiffres, Rémi ? Eh bien, tu sais, Olivier, pour une fois, je n'ai pas appris cette info grâce à la lettre pro de la radio, même si l'actu a été relayée sur ce média, mais sur LinkedIn. Et j'ai l'impression d'ailleurs qu'il y a de plus en plus de professionnels actifs sur ce réseau social, un petit peu comme Twitter, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Et j'ai donc pu lire qu'Antoine Baduel communiquait sur les résultats de la maison FG, notamment FG Chic et Maximum, qui, je cite, apparaissent dans les sondages Île-de-France AR 2021. C'est 10 000 auditeurs pour chaque radio concernée. Et après la lecture des commentaires qui étaient évidemment là pour féliciter les résultats d'Antoine, j'ai fait un petit peu comme tout passionné. J'ai mis de côté ma salade pour la pause déjeuner et j'ai allumé la radio pour écouter en l'occurrence Maximum. Et puis ensuite la prog de FG Chic. C'est vrai qu'on fait toujours ça. Hein. Alors pour moi, ça prouve que le digital ne s'arrête pas au web. Combien de web radios de qualité n'ont jamais réellement percé ? Combien on dit que c'était l'avenir ? Eh bien non, au final, c'est bien le poste radio en plastique avec des composants électroniques qui va l'emporter, notamment dans les grandes villes. Ce DAB, on peut le retrouver à la maison, mais moi j'y crois peu. Hein. Combien finalement ont déposé au pied du sapin une nouvelle radio numérique ? Quelle enseigne met en avant le DAB à la Fnac, Darty, Boulanger ? Très peu. C'est toujours dissimulé pour trouver un DAB+. Alors j'ai continué mes recherches et je me suis retrouvé sur l'Argus, sur le Bon Coin, sur la Centrale. Tu veux donc changer ta voiture.
à la recherche d'une bonne petite occasion? Mais c'est vrai que ça décode vite, faut faire attention. Non, je voulais vraiment regarder le marché du véhicule neuf, évidemment, car si personne fait l'acquisition de DAB+ pour la maison, on le retrouve automatiquement dans les voitures, les utilitaires, et on fabrique d'une année sur l'autre de nouveaux auditeurs DAB radio numérique. Alors par exemple, 2020, c'est pas forcément le plus significatif avec le confinement, mais 2019, 2 600 000 véhicules neufs immatriculés en France. Certains n'écouteront jamais la radio, je conçois, mais voilà, c'est un chiffre important. On inclut les véhicules légers, les utilitaires à chaque fois. On peut prendre l'exemple aussi du département du Rhône, c'est intéressant, avec de nombreuses radios. Et donc, on immatricule 68 000 véhicules à l'année en moyenne. Dans les Bouches-du-Rhône, c'est quasiment ça, vers Marseille et tout le département, 64 000 nouveaux véhicules quelque part équipés en DAB+, et puis près de 80 000 dans le département du Nord. On peut regarder la région Île-de-France, finalement, c'est ce qui nous intéresse avec la maison FG. Là, on dépasse les 385 000 véhicules immatriculés, et donc autant d'auditeurs potentiels pour notre fameux DAB. On va donc suivre les prochains résultats en région du DAB. Bah oui, effectivement, c'est réjouissant. Si les résultats se montrent positifs en Île-de-France, on devra suivre les résultats, notamment dans les grandes villes. Pour commencer, les professionnels de la route, avec leurs utilitaires, vont-ils changer leurs habitudes d'écoute ? On peut se poser la question. Quel département et quelle grande ville peut bénéficier tout de suite de ces audiences DAB ? Je pense à Lyon, même si c'est déjà saturé d'une offre de radio très, très importante. De nouveaux entrants seront peut-être plus valorisé à Marseille, avec une concurrence moins soutenue sur la FM, notamment pour les radios locales, même si les radios devront dans tous les cas investir le terrain. Alors pour finir, Olivier, c'est vrai que moi je suis persuadé que les auditeurs ne savent même pas qu'ils écoutent le DAB dans leur voiture, ils enchaînent, ils sont sur la radio et ils ont une offre qui est nouvelle et ça nourrit le média, c'est ça qui est important. Et quel contenu finalement sera plébiscité par les auditeurs, ce sera la grande question. On parle là de 2 radios thématiques sur des niches. Est-ce que ce sont elles les grandes gagnantes ? Les radios généralistes vont-elles sortir des radars aussi dans quelques semaines ? On suivra évidemment de très près le prochain média local pour ces nouveaux entrants. Et puis encore bravo à la maison FG. On a tellement hâte de lire d'autres bons résultats pour d'autres radios et groupes de radio. Merci Rémi Bertolon, animateur du Voice Track Rémi et Jam. Et merci à toi Julien, hâte de t'accueillir à nouveau dans un prochain numéro. Merci beaucoup Olivier, à très vite une fois de plus. Meilleurs vœux pour 2022. Et maintenant, on prend le train pour Le Mans, dans les nouveaux studios de Sweet FM. Des ondes vocastes, l'invité. Wilfried Tocqueville, bonjour. Oui, salut Olivier. Tu es le directeur de la radio Sweet FM, une radio régionale de catégorie B qui émet dans la Sarthe et dans de nombreux départements alentours. Alors, avant de nous parler de ta radio, parle-nous de toi. Qui es-tu et quel est ton parcours ? Alors moi, je suis vraiment un enfant de la radio, passionné de radio depuis toujours, quasiment. Franchement, j'ai été picousé tout jeune. J'écoutais la radio tout gamin avec mon Walkman et dès tout gamin, je voulais faire ce métier-là. Bon, j'y suis arrivé. Donc j'étais à Bordeaux en fait. J'ai commencé la radio à Bordeaux, d'abord dans des radios associatives. Je crois que je les ai quasiment toutes faites à Bordeaux. Et puis l'une de ces radios associatives, un jour, a été reprise par une radio nationale. On était dans les années 90, lorsqu'il y a eu les rachats massifs de radios locales par les réseaux nationaux. Moi, j'étais dans une radio qui s'appelait BFM. Alors rien à voir avec la BFM qu'on connaît, c'était Bastide FM, donc un quartier de Bordeaux, qui à l'époque avait été courtisé par le réseau Montmartre FM à l'époque avec une banque de programmes qui s'appelait Génération 50 qu'on proposait à ces radios avant de les reprendre au bout de quelques temps j'ai eu une proposition pour aller à Paris sur Montmartre FM qui est devenu MFM après et voilà, j'ai fait mon parcours, mon début de parcours comme ça. À MFM, j'ai rencontré mon associé actuel, qui lui, Émilien Bordery, était journaliste. Il m'a dit, voilà, écoute, moi, la radio où j'ai commencé à la Ferté-Bernard, à côté du Mans, le gars qui s'en occupe a envie de la vendre. Est-ce qu'on n'irait pas ensemble ? Moi, je m'occuperai de l'info, toi de l'antenne. Et puis, on a trouvé un troisième camarade pour s'occuper de la technique. Et c'est comme ça qu'on a repris la radio de la Ferté-Bernard à l'époque, qui est devenue Sweet FM ensuite.
Alors, quand tu reprends Sweet FM avec tes deux associés, qu'est-ce que vous avez en tête? C'est une toute petite radio à l'époque, ça s'appelle Radio Valduin. Qu'est-ce que vous avez en tête? Quel est le projet que vous avez derrière? Ah, le projet, il était un peu fou et d'ailleurs tout le monde nous a pris pour des fous, hein. Il y avait quelques mois, quelques années qui étaient passées depuis qu'on avait émis cette idée de reprendre cette radio. Moi, j'étais toujours à MFM, j'étais animateur et programmateur musical. Mon associé, lui, euh, était journaliste en journée sur Europe 1. Le troisième, larron de la bande, était directeur technique de Nova. Il y avait Laure qui travaille avec moi, qui elle était comptable dans une entreprise de communication. Et quand on a dit qu'on allait quitter Paris pour reprendre une radio à la Ferté-Bernard avec 500 auditeurs jour, c'est vrai qu'on nous a pris un peu pour des fous, mais on avait cette envie-là. On n'a pas fait d'études de marché véritablement, mais on a vu qu'il y avait un vrai potentiel sur ce territoire-là, et on a pris le risque d'y aller, de faire une radio locale. Donc en fait, on a utilisé des méthodes qu'on a appris en radio parisienne pour les appliquer localement avec du programme local. Et c'est ça qui a fait que ça a commencé à fonctionner. Ça, c'était dans les années 2000. Il y a eu le plan FM 2006 qui a permis d'obtenir beaucoup de fréquences puisque le CSA a cru en notre projet. Et c'est comme ça que Sweet FM a grandi. Alors aujourd'hui, Sweet FM couvre de nombreux départements dans les Pays de la Loire, le centre Val-de-Loire et aussi la Normandie, et encore plus bientôt en Normandie, on va en parler tout à l'heure. Et avec des scores d'audience à faire pâlir la concurrence, j'ai regardé dans les sondages, ça fait 5 ou 6 années consécutives de croissance en termes d'audience, et aussi numéro 1 dans la Sarthe. Quelle est la recette miracle de Sweet FM ? Je sais pas s'il y a vraiment de recette miracle. Si on connaissait une recette miracle, on l'appliquerait partout et on serait gagnant systématiquement. Non, vraiment beaucoup de proximité, beaucoup de local. Nous, c'est notre manière de voir les choses. On a une grosse rédaction. Alors effectivement, ça fait un coût de grille qui est important. Sur le plan purement comptable, c'est peut-être pas ce qui est le plus intelligent, hein. Il y a des radios qui ont finalement des équipes beaucoup plus petites, moins de journalistes, qui font aussi de l'audience et qui ont une plus grosse rentabilité. Donc, ce calcul est peut-être pas idiot non plus, hein, au niveau purement économique. Nous, on a quitté Paris en grande partie, étant un peu frustrés de ce qu'on y faisait. Alors, heureux de ce qu'on y faisait, mais tout était très calibré. Il y avait pas beaucoup de possibilités d'être créatif, et donc là on s'est dit voilà, si on part de Paris et qu'on fait une radio régionale, locale régionale, il faut que ce soit une radio locale régionale. Donc beaucoup de contenu local, beaucoup de décrochage. Et nous on aime à dire qu'on n'est pas une radio régionale, justement, on est vraiment une radio multidépartementale, voire multicommunale. On a des outils maintenant qui permettent de décrocher vraiment absolument partout et où qu'on soit. On a une radio ultra concernante. Et je crois que c'est ça qui fait la différence. On parle beaucoup de consommer local, surtout en ce moment d'ailleurs, dans plein de domaines. C'est le cas pour les médias aussi. Il y a un véritable retour au consommer local et on imagine que c'est ça qui fait le succès de la radio. Et on va d'ailleurs écouter un extrait de Sweet FM avec, comme tu l'as dit, de l'info locale, du trafic, de la météo au premier plan et personnalisé pour chaque zone d'écoute. Bruxelles, je t'aime. Angèle pour démarrer cette nouvelle heure sur Sweet FM. Ce sera après les infos de ce 16 décembre. Il est 8h. Sweet FM, la radio des Sartois. Sweet FM, Sweet FM. Sweet Sweet FM Info. Bonjour, face à la hausse du nombre de cas de Covid-19 en France, un nouveau conseil de défense organisé demain. Retour sur la mobilisation des acteurs de la justice. Hier, vous entendrez la procureure de la République du Mans. Et il sera toujours difficile d'apercevoir le soleil. Un voile nuageux l'empêchera de briller. Noéline Garon. Un énième conseil de défense sanitaire demain face à la flambée des indicateurs de... Alors Wilfried, tu l'as dit, tu as toujours misé sur l'information locale et sur la créativité depuis les tout débuts de Sweet FM. Pourquoi est-ce si important sur un territoire comme celui de Sweet, donc en particulier sur ce territoire ? Nous, on est vraiment sur un territoire rural, majoritairement rural. Alors après, tout dépend d'où on se place. L'habitant du Mans pensera qu'il est dans une grande ville, une ville moyenne. Vu de Paris, Le Mans, on est bien conscient que c'est un peu perçu comme étant la campagne.
quoi qu'il en soit, les préoccupations ne sont pas les mêmes, le quotidien n'est pas le même. Si on veut être concernant, il faut vraiment parler aux gens d'ici, de ce qui se passe ici. Alors pas exclusivement d'ailleurs, hein. Nous, en termes d'information, par exemple, on a une ligne éditoriale qui est vraiment très ouverte. On ne se dit à aucun moment, on est une radio locale, on ne parle que du local. Non, on se met à la place de l'auditeur. Si l'information la plus importante du jour, c'est une info nationale, voire internationale, sans aucun souci, on ouvrira un flash avec. Si c'est l'actualité locale, eh bien on ouvrira avec du local. Mais en tout cas, on fait beaucoup de local. Et à vrai dire, nous, ce qu'on applique, c'est, on n'a rien inventé, à vrai dire, hein. On fait un peu ce qui se fait dans la PQR depuis longtemps, où quand on ouvre son journal local, on a des pages nationales, des pages régionales, des pages locales, micro-locales, et même des pages où on voit vraiment ce qui se passe dans la commune, ou la photo du fiston qui a participé à un match de foot le dimanche. Nous, c'est exactement ça. On a une grille qui permet d'avoir de l'actualité nationale, régionale et vraiment ultra locale. Et pour nous, c'est très très important d'avoir cette information-là, parce que celle-ci, elle n'existe pas ailleurs. La musique, même si elle est très importante, existe ailleurs. L'information nationale existe aussi ailleurs. Cette info micro ultra locale n'existe pas ailleurs. Donc on vient la chercher. On ne vient pas chercher qu'elle. On vient aussi chercher l'info nationale. Mais si on propose le tout, l'auditeur n'a aucune raison finalement d'aller voir ailleurs. Et dans la Sarthe, notamment, ça paye. Sweet FM est numéro 1 dans la Sarthe, toutes radios confondues, c'est-à-dire devant toutes les radios, y compris les généralistes, les radios de Radio France, etc. Bref, toutes les radios. Alors, comme tu as dit aussi que ça engendre des coups de grille assez importants et avec une très importante rédaction, Sweet FM a aussi été remarqué il y a pas mal d'années pour être une des premières radios à faire un morning en voice track. Je crois qu'à l'époque c'était avec Maxillaire, alors que le morning, normalement, c'est disons l'émission la plus importante. Est-ce que c'était un sacrifice nécessaire pour justement tout investir ou disons renforcer fortement l'information locale ? Alors nous, on n'a absolument aucun complexe là-dessus, de par la finalité de la chose. Dans un monde idéal, on aurait une grille 100% en direct, animation et info, avec une grosse rédaction, avec, dans un monde idéal, oui, si ce n'est qu'on sait bien que économiquement c'est pas possible et il faut prioriser les choses, et nous on priorise sur le local. Donc avoir des animateurs qui sont en voice track, alors pas spécifiquement des animateurs extérieurs d'ailleurs, hein, on a beaucoup d'animateurs intégrés qui sont ici dans les locaux, qui font du voice track aussi. Ça nous dérange absolument pas, dès lors que c'est pour économiser entre guillemets, pour pouvoir investir dans du vrai contenu local fait par des journalistes. Donc c'est pour ça qu'on a finalement assez peu d'animateurs, mais pour beaucoup de journalistes. Et c'est vrai que le divertissement, ça ne nous dérange vraiment pas qu'il soit fait en voice track, si ensuite en direct on peut avoir de l'info décrochée. Et qui dit info décrochée dit qu'il faut beaucoup de monde et il faut financer cette grille-là. Donc c'est vraiment un parti pris totalement assumé. Et pour l'instant, les audiences effectivement nous donnent à peu près raison. Et sur Sweet FM, ce n'est pas que du top 40 toute la journée, parce qu'il y a aussi des émissions thématiques, comme La Dernière Heure, qui une fois par semaine fait découvrir les artistes locaux de la région. On écoute tout de suite un extrait. Jusqu'à minuit, c'est La Dernière Heure. Sweet FM. Fausse, artiste originaire de l'Aigle. C'était Gourou à l'instant sur Sweet FM dans La Dernière Heure, le meilleur du son de la région. Je vous incite, je le fais tous les dimanches, et d'ailleurs vous suivez mon incitation, je vous en remercie, à nous transmettre vos œuvres, vous qui êtes un artiste en devenir installé quelque part dans le Grand Ouest de la France. Quel que soit votre style, envoyez-nous donc vos productions par mail, contact@sweetfm.fr, sous forme de WeTransfer par exemple. Voici à présent les Mayennettes de Rotterdam, In the Highway. Alors quel est l'intérêt pour Sweet FM d'avoir une émission comme La Dernière Heure avec des nouveaux artistes de la région ? Alors ça, c'est mon associé, Emilien Bordery, dont je parlais tout à l'heure, qui présente cette émission parce qu'il a à cœur de promouvoir les artistes locaux. Ça nous semblait être un peu évident, et puis
un peu à contre-courant en fait. Alors c'est pas une généralité, hein. Il y a beaucoup de radios de catégorie B qui font ce job-là aussi, mais finalement c'est souvent plutôt les radios associatives qui mènent cette mission de promouvoir les artistes locaux, ou les radios de catégorie B, et c'est logique, enfin B, C et D sont plus en recherche d'audience pour leur survie, donc sont plus enclins à diffuser de la musique plus commerciale, et il y a souvent des fins de non-recevoir données aux artistes locaux. Nous, on trouvait ça un peu dommage. Alors, on a quand même une programmation très très commerciale en journée, parce que pour les raisons que j'ai évoquées, mais on voulait quand même avoir cet écrin pour ne pas dire non aux artistes locaux, parce que les radios, et surtout les radios qui font de l'audience, sont très sollicitées, et dire à un artiste, bah écoutez, non, parce qu'on ne diffuse que des tubes, ça nous semblait un peu court. Et puis voilà, on avait l'impression de pas faire le job tout simplement, donc on a fait une émission le week-end qui permet de promouvoir les artistes, les groupes locaux. Ils nous envoient leur production. On les reçoit parfois ici pour des showcases, des interviews. Et finalement, voilà, on contribue un peu à l'essor de la scène locale. C'est le moins qu'on puisse faire, je pense, pour voilà, en tant que radio locale et régionale. Alors, on a aussi beaucoup entendu parler de Sweet FM récemment parce qu'elle a déménagé ses studios en plein centre-ville du Mans, alors que bon nombre de radios de sa catégorie restent davantage dans des zones industrielles, des zones d'activité. Ça leur permet d'avoir des grands studios à des coûts maîtrisés. Pourquoi était ça important, cette présence au cœur du Mans pour Sweet FM? Est-ce que tu y as déjà vu des bénéfices en termes de visibilité, alors auprès de tes auditeurs bien sûr, mais aussi j'imagine auprès de tes annonceurs? Alors c'est très récent, hein. Nous, on a intégré ces nouveaux studios là au mois de juillet-août, donc finalement on les découvre un petit peu, et on les a pas encore complètement utilisés. On a fait 2-3 interviews, on commence vraiment à apprivoiser ces studios, mais c'est vraiment très récent, donc on n'a pas un énorme recul. À vrai dire, en radio, autant voire plus que dans d'autres domaines, l'habit ne fait pas le moine, hein. On peut très bien être effectivement dans une zone industrielle ou dans une petite ville et émettre sur des régions entières, hein. On connaît des exemples de radios régionales pour lesquelles c'est le cas, et ça fonctionne très bien. Donc pour l'audience, entre nous, à mon avis, ça change pas grand-chose. En tout cas, c'est pas vraiment significatif. Par contre, en termes d'image, c'est intéressant, et surtout en termes de confort pour les gens qui travaillent à la radio, parce qu'on sait très bien qu'on exerce des métiers de passion où on y passe beaucoup de temps. On a même tendance à y passer plus de temps que chez soi. Donc, autant que ce soit agréable. Et là où on était avant, on était effectivement dans une zone, alors pas industrielle, mais une zone d'activité. Et quand on sortait le midi, il y avait franchement pas grand-chose à faire, hein. Un petit resto pas loin, mais voilà, pas la possibilité de sortir, de se changer les idées, d'aller faire les boutiques, d'aller faire les restos. En fait, franchement, c'est plus un confort pour les gens qui travaillent à la radio, qui sont investis depuis longtemps, qui se donnent beaucoup, et c'était voilà, c'était normal d'avoir un cadre de travail dans la radio beaucoup plus sympa, et puis de pouvoir être en cœur de ville. Et puis effectivement, au niveau des artistes qu'on reçoit, notamment, on est plus proche de la gare. Lorsqu'ils viennent ici, on est face à la cathédrale, on a un joli cadre à leur offrir. Donc finalement, c'est plus agréable de venir travailler chaque jour, c'est plus agréable de recevoir du monde. On travaille dans de meilleures conditions, en fait, tout simplement. Est-ce que ça n'aide pas aussi à renforcer l'image des radios de catégorie B? On voit parfois des radios de catégorie B qui sont leaders sur leur zone d'audience, c'est-à-dire qu'elles obtiennent la palme d'or de la part de leurs auditeurs, mais qui, dans le microcosme des médias locaux, sont parfois un peu oubliés, voire carrément boudés, soit par les confrères ou soit de la part des politiques, notamment par rapport à la PQR ou le service public. Est-ce que ces studios dans le centre, ça n'aide pas aussi à réaffirmer une place centrale dans cet univers des médias locaux? Ça doit y contribuer parce que les institutionnels, souvent, alors là encore c'est pas une généralité, mais souvent n'écoutent pas les radios musicales, les radios locales. Ils sont plus sur des radios d'information, des radios nationales. Donc on est parfois peu connu par ces gens-là, quand bien même on fait des très gros scores d'audience. C'est pas le cas de tous, hein. Certains se renseignent et savent très bien qu'on parle à leurs administrés au quotidien, mais il n'empêche que ça existe. Et c'est vrai que le fait d'avoir des beaux studios, de les accueillir plus facilement, d'être plus facilement visible, oui, ça doit y contribuer. Nous, effectivement, on a souffert au début, alors que la radio était déjà très écoutée.
d'une sorte de voilà, t'es un peu catégorisé dans les vieux poncifs de radio qui fait pas de la vraie info, qui pompe la PQR. Enfin, je pense que toutes les radios de catégorie B et même de catégorie A ou de catégorie C ont souffert de ce genre d'a priori. Là maintenant, du chemin a été parcouru et les gens localement, que ce soit les institutionnels, que ce soit les clients, que ce soit les auditeurs, sont bien conscients qu'on a une véritable info qu'on va chercher nous-mêmes, qu'on construit nous-mêmes. Donc ça doit être un plus, c'est un mieux, mais je pense que la réputation est déjà faite maintenant. D'accord. Alors, le Covid a affecté forcément le chiffre d'affaires des radios, mais même avant cette crise, on parlait d'un certain déclin des commerces de proximité dans les villes moyennes. Récemment, RTL2 a fermé sa locale au Mans, qu'elle avait ouverte il y a seulement quelques années, et c'est au tour de Virgin Radio de vouloir lui emboîter le pas. Quel est l'état du marché local en ce moment ? Ça se porte franchement pas trop. Alors moi, je suis un éternel optimiste, mais franchement, ça va. Alors hors période compliquée, et là, ça a été le cas là sur ces derniers mois où ça allait à nouveau à peu près bien. On a retrouvé un marché qui est à peu près équivalent à ce qu'on avait avant, donc ça se passe bien. Alors oui, effectivement, on a souffert de toute cette période de Covid, de tous ces confinements successifs. Donc oui, quand les radios de catégorie B, notamment le CIRTI, disent on a beaucoup souffert. Oui, on a beaucoup souffert et ça a été très compliqué. Il n'empêche que la crainte qu'on avait que ça ne reprenne pas, là, nous, ici, en tout cas localement, on ne l'a pas, ça fonctionne plutôt bien. Maintenant, on a toujours cette épée de Damoclès de se dire si ça confine à nouveau, s'il y a des incertitudes de la part du tissu économique local, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ce qu'on a pu constater, c'est que les gens s'engagent moins sur le long terme. On avait avant beaucoup de contrats annuels avec nos annonceurs. On en a moins, les annonceurs communiquent, mais communiquent peut-être au coup par coup. Donc au final, ça revient au même. C'est moins sécurisant, effectivement, mais globalement, ça va. On est très attentif, mais c'est moins pire qu'on pouvait l'imaginer. Alors, concernant ta diffusion, Sweet FM se déploie aussi sur le DAB+, dans de nouvelles zones. En quoi cela va aider à faire grandir ta radio ? Où se situe le DAB+, dans la stratégie de croissance de ta radio ? Alors nous déjà dans la stratégie de croissance, elle a toujours été de candidater sur des territoires qui sont cohérents éditorialement et toute nouvelle zone obtenue légitime la suivante géographiquement. Donc nous on a toujours réagi un peu comme ça, d'autant qu'on décroche systématiquement lorsqu'on obtient des nouvelles zones. Donc finalement c'est une nouvelle radio qui arrive. Le DAB, nous, on y croit. Alors, bien malin celui qui peut avoir des certitudes sur comment ça va fonctionner, quand ça va fonctionner, à quel point ça va fonctionner. Mais là encore, je pense qu'il faut être optimiste là-dessus. Et puis, je vois pas franchement de raison de ne pas tenter le coup lorsqu'on est une radio commerciale. Alors, il y a le problème de la double diffusion, c'est vrai, mais la diffusion de la radio en DAB en tant que telle coûte beaucoup moins cher que la diffusion de la FM. Et il suffit d'un ou deux contrats annuels dont je parlais précédemment sur une zone pour financer une diffusion en DAB. Donc, alors oui, peut-être à perte dans un premier temps, mais il faut y croire. Enfin, là encore, je peux me tromper, hein. On espère ne pas se tromper. Tous celles et ceux qui sont moteurs du DAB depuis le début, y croient, sans certitude, mais y croient. Et nous, on est un peu là-dessus. Et c'est vrai que ça nous permet d'accéder à des territoires auxquels on n'aurait même pas imaginé pouvoir accéder. Là, ce sont tout de suite des grosses villes, des grosses agglomérations. Et en FM, ça aurait été extrêmement compliqué. On a obtenu récemment Orléans, Tours, Poitiers, Angers. Voilà, on a aussi candidaté récemment sur Tours en FM, on a été et conduit, donc on n'a pas obtenu la fréquence. Idem sur d'autres zones. En DAB, on peut le faire. Donc voilà, on attend qu'à faire nos preuves. Et sur Rouen, où on est déjà depuis quelque temps en DAB, on a même investi dans du programme local, dans un journaliste qui est basé sur place. Alors qu'on sait que l'audience n'est pas mirobolante dans un premier temps, mais en tout cas, on se donne les moyens de faire en sorte que la mayonnaise prenne, en espérant qu'elle prenne réellement.
Alors, toujours à propos de la croissance de ta zone d'émission, et cette fois-ci en FM, il y a quelques mois, on a lu dans le journal officiel que Sweet FM allait continuer à se déployer en Normandie via une syndication de programmes sur les fréquences de Radio Cristal. Radio Cristal, c'est la propriété de SIPA Ouest France, aussi propriétaire de It West. Alors, c'est une nouvelle qui a surpris beaucoup de personnes. On parlait depuis longtemps d'une éventuelle syndication de Radio Cristal avec It West, justement. Et au final, c'est Sweet FM qui, du coup, va reprendre les fréquences de Cristal. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce deal ? Est-ce la victoire d'un petit sur un grand ? Quels sont les contours de ce partenariat ? Alors non, c'est pas la victoire du petit sur le grand, c'est la victoire, on l'espère en tout cas, à terme, du petit et du grand. Non, très honnêtement, c'est vraiment un deal, comme tu le dis, le terme est tout à fait correct. Sweet FM n'a pas racheté Crystal, c'est vraiment un deal de syndication de programmes. Voilà, on a discuté. Le groupe SIPA Ouest France nous connaît bien puisque ils ont une régie publicitaire qui s'appelle Régie Radio Région, qui est régie de Sweet FM depuis déjà de très nombreuses années, depuis plus de 10 ans. Donc ils savent très bien quelles sont nos performances, ce qu'on fait. Et cette radio-là, qui est un peu loin de leur base, en discutant, on s'est dit pourquoi on tenterait pas ça, Sweet FM étant déjà implanté sur une partie de la basse Normandie, mais pas sur la haute Normandie et pas sur le Calvados en basse Normandie. Pourquoi ne pas tenter une aventure commune ? Donc il n'y a pas de rachat, c'est vraiment un partenariat, on l'espère gagnant-gagnant. Le groupe SIPA Ouest France reste propriétaire de ses fréquences et majoritaire dans sa société, nous aussi, pour Sweet FM, et on va faire cette aventure. Alors, assez inhabituelle, c'est vrai, hein, les syndications de programmes qu'on voit habituellement, c'est un rachat de radio et on y met une marque qui existe déjà. Là, on a même demandé la syndication avant même de discuter de toute autre chose. C'est un partenariat avec en plus une équipe qui est forte et qui est sur place. Hein. L'idée, c'est pas de venir avec en conquistador avec le programme Sweet FM et de l'installer sur des fréquences. Crystal a des studios à Caen, a une équipe, a des journalistes, a des animateurs, a des permanents. Tous ces gens-là restent évidemment intégrés avec une autre marque, avec une autre tentative et avec une volonté que ça fonctionne. Donc c'est pas encore le cas, il y a encore des choses à mettre en place, il y a de la formation à faire. Donc pour l'instant, c'est toujours Crystal qui est diffusé, mais on espère donc dans les mois prochains que Sweet FM Normandie donc puisse faire ses preuves sur ce nouveau territoire. Et à terme, il y a des projets de modification de capital ? Alors c'est en discussion. Oui, on envisage de proposer au CSA, parce qu'une fois de plus, on fait pas ce qu'on veut. Hein, là, on a fait une demande de syndication, effectivement, qui est parue au journal officiel, donc tout le monde l'a vu en se disant ça y est, Sweet FM est en Normandie. Non, on a demandé poliment au CSA l'autorisation de le faire avec un projet, avec un programme. Donc on l'a soumis au CSA qui a dit oui, ça match avec la convention actuelle et on vous autorise à faire cette convention. Après, il y a d'autres discussions effectivement pour faire ce qu'on appelle une participation croisée, hein, globalement, où chaque groupe rentrerait dans le capital de l'autre, mais tout en restant largement majoritaire chez soi. Il s'agit pas de vente, il s'agit d'une aventure commune, et c'est quelque chose qu'on va soumettre au CSA, mais qui n'est pas encore tranché. Donc c'est une volonté, mais c'est le CSA qui sera souverain sur cette demande. Et ce n'est pas la première fois que tu reprends des fréquences d'autres stations. Alors la dernière fois, pour le coup, c'était avec une prise de capital. C'était la reprise de Plus FM dans le Loir-et-Cher, qui est devenu Sweet FM Centre. Là aussi, encore en gardant les équipes sur place et avec des résultats d'audience incroyables. Quelle est ta recette pour continuer à faire grandir ta radio sur de nouveaux territoires sans perdre en proximité ? Alors ça, Sweet FM Centre, donc la reprise de Plus FM, là, ça a été pour nous un véritable laboratoire, une véritable expérimentation. Alors même si on y allait avec une volonté, avec la certitude de vouloir bien faire les choses, mais c'était quelque chose de nouveau. Hein. Nous, on n'était pas spécialement connus comme racheteurs de radio ou finalement on n'était pas identifié comme ça en tout cas. Donc on a eu une rencontre avec les gens qui s'occupaient de Plus FM. C'était le groupe Humanis d'ailleurs, qui n'était pas du tout dans la radio, qui avait hérité de par des rachats divers et variés de plein de choses. Hein. Le groupe avait des campings, des résidences de vacances.
et une radio, parce que le groupe Humanis était le plus gros employeur de la ville de Blois. Ils avaient récupéré une radio à l'époque, et à un moment donné, ils se sont dit, bon, on va se recentrer sur nos activités principales, et la radio était à céder. Et on a discuté avec eux, on s'est très bien entendu, et on s'est dit, voilà, on va faire une vraie radio locale, quand bien même ce serait une syndication. Donc c'est vraiment là qu'on a expérimenté cette micro-localisation de l'éditorial. Et c'est vrai qu'on en est très satisfait, puisque la radio, on l'a reprise, elle faisait 2,7 points de mémoire, on est maintenant à quasiment 10 points, 9,8 je crois, d'audience cumulée sur le département. Donc là, c'est une vraie satisfaction. Et surtout, ça nous a conforté sur le fait de nous lancer dans de nouvelles aventures. Et là, le partenariat qu'on fait avec les équipes de Cristal, finalement, c'est un peu ça. On aurait peut-être hésité si on n'avait pas eu cette expérience gagnante, parce qu'on sait que là, ça a fonctionné. Alors, ça ne veut pas dire que ça fonctionnera forcément ailleurs. On est toujours très humble là-dessus. On n'est jamais victorieux a priori. On l'est ensuite une fois que le travail est fait, mais on se dit que la recette là a fonctionné avec un programme syndiqué, mais avec tout qui est décroché. Les infos dans le Loir-et-Cher sur ces fréquences-là sont faites localement de 4h du matin jusqu'à 19h, 7 jours sur 7. Il y a absolument rien de commun, que ce soit l'info, les météos, l'info trafic, l'info pratique, même les jingles sont différents du matin jusqu'au soir. Donc c'est vraiment une radio complètement décrochée, et c'est cet exemple-là qu'on veut reproduire si on en a la possibilité. Wilfried, dernière question. Quels sont pour toi les grands défis de la radio de proximité, des radios comme Sweet FM, dans les 5 à 10 années à venir ? Alors, écoute, c'est difficile de répondre toujours à cette question. Je suis ni voyant, ni médium, ni marabout, donc connaître la recette miracle, c'est difficile. Par contre, les défis, c'est cette constance, en tout cas, que nous, on a sur le programme vraiment très local. Alors, j'ai bien conscience, en tant que radio locale, d'enfoncer un peu des portes ouvertes en disant ça, mais on a vu beaucoup de régionalisation. Tu parlais tout à l'heure de ce qui se passe avec certains groupes, avec des radios de catégorie C qui veulent, pas forcément fermer d'ailleurs, moi c'est pas ce que j'ai compris, mais plutôt ultra régionaliser plutôt que localiser. Nous, on est plutôt sur l'inverse. Plus on pourra décrocher de manière la plus fine possible, et les outils techniques permettent de le faire maintenant, plus on le fera, et ça nous permet vraiment de ne pas exclure certains contenus en nous disant bah non, ça parlera pas à tout le monde. C'est vrai qu'en régionalisant, forcément il y a des choses qu'on exclut de nos infos, en disant bah non, la personne qui est à 100 bornes, ça va clairement pas lui parler. Alors qu'en décrochant très finement, oui, on peut dire pourquoi la petite rue en centre-ville de telle ou telle petite commune est fermée parce qu'il y a des travaux, et c'est ça qui intéresse les gens. Donc nous, le défi, c'est ça, c'est de maintenir, même de renforcer l'ultra-localisation sur les nouvelles fréquences qu'on pourra obtenir. Et puis après, tout est à inventer. Le volet digital est important aussi. Et il y a certainement des choses à inventer qu'on ne connaît même pas à l'heure actuelle, puisque tout évolue très vite. Mais en tout cas, rester aware, comme dirait Jean-Claude, tout en maintenant l'ADN qui est l'ultra local. Wilfried Tocqueville, merci. Merci à toi, Olivier, à très bientôt. Des ondes Vocast, l'univers de la radio en podcast. Et c'est la fin de ce premier numéro des ondes Vocast de l'année 2022. On vous souhaite une excellente année à tous. C'était Olivier Audoux, et on se retrouve le mois prochain avec encore plus d'infos radio. Salut! Des ondes Vocast.